La seconde partie de notre débat consacré ce soir à la Centrafrique et vous pouvez revoir le reportage de Tatiana Mosso sur notre site internet, le site de France 24. Alors le désarmement des milices aujourd'hui, c'est l'un des grands défis des nouvelles autorités centrafricaines. On regarde, si vous le voulez bien, à nouveau un extrait du reportage de Tatiana. À chaque barrage, les anti-Balaka sont de plus en plus nombreux. Systématiquement, leurs armes sont confisquées. Les miliciens obtempèrent la plupart du temps, ou presque. Cette fois, un anti-Balaka a fait feu. Il est aussitôt abattu. Tatiana Mosso, le désarmement, c'est un facteur où on sent vraiment de tension dans le pays. Exactement, ça pose plusieurs questions. La première, c'est qui va désarmer ? On désarme qui exactement ? On désarme les anti-Balaka, les ex-Séléka, sachant qu'au milieu, il y a toutes sortes de groupes qui sont en train de naître aussi. Et surtout, qui va désarmer, qui va s'occuper du désarmement ? Dans cette séquence, on voit clairement à quoi ça peut ressembler. C'est-à-dire qu'on a des anti-Balaka que l'on voit au fur et à mesure du chemin. Il faut savoir que jusqu'à Boire, la ville de Boire, on voit des petits barrages. On arrive à Boire, il y a près d'1 millier d'anti-Balaka lourdement armés. Alors quand je dis lourdement armés, ce sont des Kalachnikov, des RPG, des armes de guerre. D'ailleurs ? Justement, c'est la grande question. Et je pense que là, il faudrait se rapprocher des autorités centrafricaines, éventuellement militaires aussi, pour voir quel genre d'enquête elles peuvent mener dans ce sens-là, pour essayer de voir qui, justement, arme ces anti-Balaka, ces milices, ces combattants. Mais surtout, à un moment donné, il faut bien comprendre qu'il y a peut-être des intérêts étrangers à ce que ces anti-Balaka soient armés de cette façon-là, plus on progresse dans la zone. En tout cas, c'est la question qu'on s'est posée au fur et à mesure. Maurice Wambo, les miliciens anti-Balaka estiment aujourd'hui en fait qu'on ne leur propose pas, et que c'est le gros problème, qu'on ne leur propose pas de programme de désarmement et surtout de réinsertion aujourd'hui. Et ils font notamment la critique à la nouvelle présidente Catherine Samba-Panza, que vous défendez. Ils lui font notamment la critique, par exemple, de ne pas avoir pris d'anti-Balaka dans le gouvernement. Je crois qu'il y a un portefeuille ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc ce n'est pas le portefeuille le plus important. Je pense qu'en fait, je vous remercie. Je pense qu'on s'est trompé dès le départ sur le traitement de cette crise. Cette crise, elle est politique. Et les Sangaris aujourd'hui et la MISCA qui sont arrivés ont donné un traitement uniquement militaire sécuritaire. La crise, elle est déjà politique. Les anti-Balaka, pourquoi ont-ils pris des armes ? Ils ont pris des armes parce qu'il y a un problème de la Séléka qui s'est posé. Et la Séléka, pendant longtemps, on a dit, c'est composé des Centrafricains, qui sont des Goula et des Runga, et en majorité qui viennent du Soudan et du Tchad. Donc, pendant longtemps, la France et les partenaires ont refusé en fait de voir cette réalité. Aujourd'hui, on dit, on regroupe on prend les ex-Séléka, on les désarme. Qu'est-ce qu'on fait d'eux aujourd'hui ? On les laisse avec les armes légères. Et donc, quand ils repartent chez eux, quand ils repartent en fait aujourd'hui dans les provinces, ils sont armés. Donc, le problème, il aurait fallu, dès le départ, définir une méthodologie claire. Qui c'est qui sont porteurs des armes à Bangui, à République centrafricaine ? Quels sont les étrangers qui sont parmi les Séléka ? Il y a des étrangers. Maintenant, le Tchad reconnaît qu'il y a eu des étrangers. Il aurait fallu que ce traitement ait lieu en amont, c'est-à-dire avant, et qui puisse sécuriser les anti-Balaka. Désarmer les anti-Balaka ne posait pas des problèmes majeurs. Ils sont armés de machettes, ils ont quelques des fabrications en fait locales. Donc, il y a déjà le problème de l'identification. Quels sont les Séléka? Et donc, lorsque les forces sangaristes aujourd'hui ont organisé la fuite de ces généraux, aujourd'hui, tous ceux qui sont comme Noureddine Adam, tous ces généraux qui ont terrorisé, qui ont tué Abou Erab, où sont-ils aujourd'hui? Qui les a fait sortir de Bangui?
Le problème, il est posé. Tatiana Mosso. Vous avez complètement raison sur le fait qu'aujourd'hui, ils sont sortis et qu'il aurait fallu d'abord traiter la question des ex-Séléka. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une force qui a changé de camp, une force armée qui a complètement basculé. Et on se retrouve avec des anti-Balaka qui sont capables d'une force de frappe, si on peut parler ainsi, aussi dramatique que celle des ex-Séléka. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, attendez, si vous me permettez... Un mot, si vous le voulez bien, parce qu'ensuite, j'aurai donné la parole à Louis. Si vous prenez aujourd'hui le 2e arrondissement, dont je suis issu, et le 7e arrondissement, il s'est posé moins de problèmes aujourd'hui dans des quartiers comme la Kwanga, ou le 7e arrondissement, où il y a une forte colonie de Goula. Simplement parce que quand les Séléka sont arrivés, il n'y a pas eu beaucoup d'exactions dans ces quartiers. Nous avions des mosquées qui sont au 2e arrondissement. Pourquoi ces mosquées n'ont-ils pas été attaquées? Les mosquées, parce que l'islam qui est pratiqué dans le 2e arrondissement, ce sont les qui viennent du Niger, qui viennent du Sénégal et qui viennent du Mali. C'est un islam tolérant. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, la violence se passe dans le 4e arrondissement, dans le 8e arrondissement, dans une partie du 5e arrondissement. Sociologiquement, ça s'explique. C'est pour cela que j'ai dit le traitement, il est politique. Tant qu'on n'aurait pas posé l'ensemble des acteurs, il faut faire revenir les anti-Balaka sur la table des négociations. C'est vrai qu'ils ne méritaient pas une place au gouvernement. Je suis d'accord avec Catherine Samba-Panza, mais il faut pourquoi aujourd'hui... ils ne méritaient pas une place au gouvernement? Parce que finalement, ce sont aussi aujourd'hui des acteurs en conflit. Les ex-Séléka sont des acteurs en conflit. Ils ont eu une participation au gouvernement. Pourquoi finalement les anti-Balaka? Et aujourd'hui, ils reprochent ça à la présidente. Oui, et ils disent on n'a pas eu de poste. Je dis le ministère de la jeunesse. La réconciliation, c'est toutes les parties en conflit autour d'une table. Il aurait fallu qu'il n'y ait ni anti-Balaka au gouvernement, ni mais c'est pas ce qui a été fait. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que, très honnêtement, est-ce que vous pensez que concrètement, elle aurait pu constituer un gouvernement sans ex-Séléka? Tout à fait. Elle a annoncé. Il aurait fallu constituer un gouvernement. Mais elle a annoncé, mais pourquoi alors elle ne l'a pas fait? Parce qu'il y a eu la pression. La pression de qui? La pression de qui? La pression de qui? La pression de qui? Si, la pression. Il y a eu des pressions de... de qui? Pression de la rue, pression des ex-Séléka. Dans quel pays? Non. Pression Allez, de la rue. Louis Firmin Kongombe. Dans quel pays du monde la rue gouverne, la rue dirige? Moi, personnellement, si j'avais été peut-être dans le CNT... C'est le Parlement, hein, on dit à nos téléspectateurs. Le Parlement provisoire, je n'aurais peut-être pas voté pour Mme Samba-Panza. Les représentants du peuple, qui sont en quelque sorte des grands électeurs, l'ont choisi. Elle doit maintenant mettre l'habit d'une chef d'État capable de diriger ce pays. Depuis septembre, le 22 septembre, j'avais écrit un article, c'est sur Internet, un homme d'État après Djotodia. Si quelqu'un ne remplace pas Djotodia à la fin de la transition et tire le peuple centrafricain vers le haut, ce pays ne sera plus gouverné. On devient ingouvernable. Madame Samba-Panza, aujourd'hui, doit se dire qu'elle est la présidente de tous les Centrafricains. Et vous pensez qu'elle n'est pas, ce soir, la présidente de tous les Centrafricains? Il faut qu'elle pose des actes. On en a assez de paroles. Depuis la conférence de la Baule, il n'y a eu que des paroles, que de mots. Et nous en avons marre des paroles et des mots. Nous voulons maintenant des actes. Elle veut être le président de tous les Centrafricains. Est-ce que c'était une erreur de sa part de ne pas prendre des anti-Balaka dans le gouvernement? Elle avait bien annoncé qu'elle allait former un gouvernement de technocrates. Y a-t-il des technocrates parmi les anti-Balaka, madame? S'il y a des technocrates, ils n'ont qu'à envoyer leur CV au cabinet présidentiel. Nous voulons... Moi, j'avais toujours dit, avec la personne qui va remplacer M. Djotodia à la tête de cet État, tous ceux qui ont marqué la vie politique ces 20 dernières années, qu'ils se mettent un peu en retrait. On a vu des gens qui ne vivent pas que de la politique. Mais est-ce qu'il y a possibilité, parce que oui, une nouvelle classe politique, une nouvelle génération d'hommes politiques, mais est-ce qu'elle existe, cette nouvelle génération aujourd'hui en Centrafrique? Si, ça existe. Mais elle ne se fait pas voir, elle n'est pas dans le sillage, elle n'est pas dans le truchement de la vie politique centrafricaine, elle n'anime pas... Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que, et là j'en reviens à ce qu'on disait, vous disiez que c'était d'abord une crise politique, je suis d'accord, mais est-ce que la crise militaire n'a pas pris le dessus, justement, au point de noyer maintenant tous les acteurs, les potentiels acteurs politiques qui pourraient se présenter pour apporter du sang neuf à cette scène politique centrafricaine? Le problème, si vous me permettez, quand je dis traitement politique, moi aujourd'hui, quand je disais qu'il ne fallait pas qu'il y ait ni anti-Balaka ni le truc au gouvernement, maintenant il faut reconfigurer le CNT.
le Conseil national de transition, oui, les anti-Balaka doivent avoir une représentation parce qu'il faut leur proposer une issue aujourd'hui. Il faut que l'exécutif, c'est-à-dire le couple Mme Sama Panza et Nzapa Eke, discutent avec les anti-Balaka, les ramènent sur les tables de négociation, parce qu'ils sont l'un des acteurs aujourd'hui. Je dis, ils deviennent des acteurs majeurs aujourd'hui de cette crise. Donc, et surtout qu'ils disent aujourd'hui qu'ils ont libéré le pays, que c'est eux qui ont pris les armes. Et donc, il faut reconfigurer le CNT pour permettre aux anti-Balaka de s'exprimer à travers aujourd'hui une tribune. D'accord, mais il faudrait que déjà les anti-Balaka soient unis. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand on est justement à boire, quand on se retrouve à boire, ce n'est pas forcément la même personne qui va commander les 1200 anti-Balaka qu'on peut voir à boire, qui va commander ceux qui sont à Yaloké, qui sont peut-être que 50, alors que leur nuisance vis-à-vis de la population et des civils est la même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et encore, on ne parle même pas de ceux qui sont à Bangui. Mais ceux qui sont à Bangui, ils sont en train de terroriser la population centrafricaine. Oui. Mais pas que à Bangui. Oui, même pas qu'à Bangui. Parce que vous savez quoi, madame, la République centrafricaine, c'est comme la pyramide d'un philosophe que je n'ai pas en tête. 80% et 20%. 20% c'est Bangui. Vous gouvernez Bangui, vous tenez la République centrafricaine. Tout part de Bangui, tout revient à Bangui. Oui, mais aujourd'hui, excusez-moi, ce que moi j'ai vu, c'est que je suis d'accord que tout parte de Bangui et que le pouvoir se centralise à Bangui, sauf que ce que moi j'ai vu dans la région, en région du moins, du côté de Boire, de Yaloké, Bossembélé et tout ça, c'est qu'ils sont coupés, on a l'impression d'être dans un autre pays, ils sont coupés de Bangui. Mais oui. Ils ont l'espoir que Bangui agisse, mais ils ont l'impression qu'ils ne dépendent pas réellement de Bangui. Madame Mousso, qui est le commandant en chef des forces armées centrafricaines? Les forces de défense et de sécurité de notre pays, c'est Madame Samba Panza. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend de réhabiliter nos forces armées centrafricaines? Nous avons une caserne militaire à Boire. Mais c'est déjà fait. Sur le chef... Non, c'est pas encore fait. Qui peut me dire qui est le chef de la caserne militaire centrafricaine à Boire, Maurice? Donc il n'est pas qu'à, on le dit, c'est les forces armées centrafricaines. Madame Sama Panza est arrivée il y a 15 jours. Oui. Aujourd'hui, Madame Panza, elle a commencé le processus de réintégration des armées centrafricaines. Elle a même donné des instructions à l'état-major d'être tolérant envers les retardataires. Oui, et si je puis me permettre, Maurice Wambo, le jour où elle a fait justement cette cérémonie avec cette déclaration, il y a un homme qui a été lynché, suspecté d'être un ex-Séléka, qui a été lynché, qui a été frappé à mort, qui a été démembré le jour même où elle faisait cette déclaration. Et cet homme a eu la malchance de se prénommer Idriss. Pour quel motif? Parce qu'il est musulman. Le traitement... Le vrai centrafricain, est-il musulman? Est-il chrétien? Est-il nordiste? Est-il sudiste? Nous ne voulons pas de ça. Nous lançons un appel solennel à Mme Sama Panza, que c'est elle, la chef des armées. Elle n'a pas eu le temps d'accalmie. En ce moment, vous savez quoi, madame? Mais ça valse sur les réseaux sociaux. Bangui, c'est un gros village. Tout le monde connaît tout le monde à Bangui. Et le service de renseignement des forces armées, ce qui nous reste de nos forces armées, nos armées, les gens croient que la mer centrafricaine n'existe pas. Nos militaires ont été formés par les éléments français d'assistance opérationnelle dans les années 80. Et je ne vous dis pas, si ce pays a été gouverné par Bokassa, Kolimba, les militaires qui étaient là bien avant les changements démocratiques, les gens du Séléka n'auraient même pas fait 48 heures à Amdafok, donc dans la zone septentrionale des trois frontières. Nous voulons que notre armée redevienne républicaine pour nous sécuriser, d'abord et avant tout. L'armée centrafricaine avant tout. Je suis tout à fait d'accord aujourd'hui que c'est un processus où, malheureusement, le spectacle auquel nous avons assisté lorsque Mme Sama Panza a tenté de réhabiliter l'armée, ou l'assassinat odieux de ces parlementaires dont je condamne. Aujourd'hui, personne ne peut être indifférent à ce qui se passe à Bangui, c'est ce que les musulmans subissent. Mais simplement, je demande à ce que le traitement soit équitable. Lorsque Ndoto Dia et Nourdine Adam ont assassiné au camp de Roux 28 personnes aujourd'hui, cette même communauté internationale n'avait pas donné autant de voix que ce que nous voyons de tout aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un traitement politique aujourd'hui
Que veulent nos partenaires? Et il faudrait La que... communauté internationale a quand même donné de la voix au moment des massacres qui ont été commis par les ex-Séléka. Alors justement, elle a quand même donné de la voix. La preuve d'ailleurs, c'est que la France est intervenue le 5 décembre avec l'opération Sangaris. Donc il y a quand même eu un regard de la communauté internationale sur ce qui se passait, ces crimes en Centrafrique commis par les ex-Séléka. La dernière intervention, c'est pour dire aujourd'hui, il faut aujourd'hui que le nouveau gouvernement saisisse officiellement la CPI pour tous les crimes, je dis tous les crimes, y compris des anti-Balaka, y compris de la Séléka. Il faut, c'est un impératif. Ensuite, après... Mais la procureure de la CPI l'a déjà fait. Elle a dit qu'elle l'examinerait justement. Oui, mais il faut que le gouvernement aujourd'hui franchisse ce cap, parce qu'il faut que le gouvernement saisisse également officiellement la CPI pour appuyer l'ouverture de l'enquête. Mais pour revenir juste sur le terrain, lorsqu'elle a été élue, dès le lendemain, justement, j'étais à la conférence de presse qu'elle a donnée à son domicile, la présidente de transition avait annoncé qu'elle ferait très vite des déplacements en région, justement. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Pour des raisons sécuritaires. Je suis complètement d'accord que c'est pour des raisons sécuritaires, mais au moment où elle annonce cette situation sécuritaire est aussi grave que à l'heure où nous parlons. Je pense, pour avoir rencontré des Centrafricains en région qui ont cet espoir en elle, que si elle réussissait à organiser, on sait qu'il y a la MISCA sur place, qu'il y a Sangaris sur place, et je suis persuadée que ça pourrait être encadré d'une certaine façon, ne serait-ce que d'aller jusqu'à Bossangoa. Bossangoa, c'est quadrillé à peu près par les Français, ainsi que par 100 km la MISCA. Au nord de Bangui. Ce serait tout à fait possible. Et là, j'aimerais profiter justement j'aimerais juste profiter de cette antenne pour pouvoir parler du cas de Boali, cette petite ville à 80 km seulement. De Bangui, où la situation de deux prêtres, le père Xavier et l'abbé Boris, ont pris dans leur église un millier de musulmans qui sont traqués par les chrétiens, par des anti-Balaka, excusez-moi, je rectifie, par des anti-Balaka. La force Sangaris a essayé de les protéger pendant un certain temps. Ils ont donné le relais à la MISCA, toujours pendant un certain temps. On attend toujours que le HCR, que d'autres agences de l'ONU et des ONG évacuent tous ces gens de l'Église. Mais des Boali, il doit y en avoir un peu partout en Centrafrique. Est-ce qu'à un moment donné, la présidente prévoit réellement d'aller vers ces gens-là qui ont énormément d'espoir en elle? Je sais que la situation sécuritaire est ce qu'elle est, mais est-ce que ça ne marquerait pas un tournant, au moins dans l'état d'esprit des gens, et peut-être apaiser comme elle le souhaite? Maurice Wambo. Oui, je pense qu'en fait, le problème d'aller et de ne pas y aller, je rappelle simplement qu'elle est là il y a 15 jours et que tout est urgent. Les trucs en Centrafrique. Vous dites qu'il faut lui laisser du temps. Elle s'est déplacée dans des zones à l'aéroport, elle est allée dans des églises, elle est allée à la mosquée. Vous vous souvenez, quand elle est partie à la mosquée, il y a eu des incidents. Lorsqu'elle a fait son discours pour apaiser les cœurs des mamans musulmanes, il y a eu des enfants qui ont réagi négativement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut protéger les institutions. Le Premier ministre lui-même, il a dit « Je ne suis pas en sécurité ». Je pense qu'aujourd'hui, ils ont la volonté. J'ai dit « Il faut qu'on leur fasse confiance. Nous avons une question de temps. Il faut aujourd'hui que les problèmes majeurs soient identifiés, c'est-à-dire qu'il y ait la fermeté vis-à-vis de ces bandits qui tuent les musulmans, vis-à-vis de ces Séléka qui tuent les chrétiens. Il faut poser tous ces problèmes sur la table et ensuite, il faut qu'on aille vers une refondation. Il faut qu'aujourd'hui, les anti-Balaka trouvent une tribune, c'est-à-dire qu'ils rentrent en négociation des trucs avec la présidente, rentre en négociation pour trouver une tribune politique aux anti-Balaka, parce qu'on ne peut pas continuer à supporter le spectacle que nous assistons. Oui, d'ailleurs, le commandant des forces françaises a dit aujourd'hui, celui qui dirige l'opération Sangaris, les anti-Balaka sont les ennemis de la paix. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les anti-Balaka, les Séléka sont les ennemis de la paix, aussi au même titre que les anti-Balaka. La milice... Un dernier mot, Louis Firmin Congé, parce qu'on doit donner la parole à Karim Eyaoui. D'accord. La milice anti-Balaka n'est pas une milice chrétienne. Parce qu'on ne sait pas qui est chrétien et qui est musulman dans ce pays. J'ai toujours dit à mes amis, ni le Christ ni Mohamed sont d'origine centrafricaine. Ces deux religions nous ont été importées en RCA. Nous sommes centrafricains d'abord et avant tout. Et nous sommes en République. Tout ce que je demande, et j'insiste, et là, c'est un appel solennel que je le refais à Mme Samba Panza, de se considérer
comme le commandant en chef de notre armée, de toutes nos forces armées, qu'elle frappe du poing sur la table la fermeté à l'endroit des Sénéca, la fermeté à l'endroit des anti-Balaka. Ce n'est pas centrafricain, ça. Tatiana, comme à chaque fois, ce sont évidemment les populations civiles qui font les frais, l'horreur de ces guerres. Des populations aujourd'hui qui manquent de tout en Centrafrique. On a vu que c'était très difficile pour le PAM de faire rentrer ces convois humanitaires. Il n'y a qu'un tiers du convoi qui est entré. Est-ce que le PAM, il est question de mettre en place un pont aérien? Est-ce que ça va être fait? Exactement, il y a le PAM, il y a le CICR. Il faut savoir que le convoi à l'origine qui avait été organisé concernait aussi bien les gens du CICR, du HCR. Le programme alimentaire mondial était du convoi. Il avait à peu près 1200 tonnes de nourriture à rapatrier. Il n'y en a que 250 qui sont arrivés à Bangui. Le pont aérien, il en était question pour eux dès le départ comme solution bis, mais le souci, c'est que ça coûte énormément d'argent et que finalement, c'est à partir de mercredi qu'il devrait être mis en place. Voilà, pont aérien humanitaire mis en place donc par le PAM, peut-être à partir de ce mercredi. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez revoir le reportage de Tatiana Mosso, Centrafrique, le convoi de l'espoir sur le site internet de France 24. Karim, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux? On va parler de l'avenir d'un journal. Les journalistes s'inquiètent, mais aussi les internautes, les lecteurs. Il s'agit de Libération, qui est un journal classé plutôt à gauche, et il y a un projet des actionnaires de Libération qui entend faire du journal quelque chose de très différent, un réseau social monétisable et qu'on pourrait trouver sur divers supports, tablettes, téléphones, etc. Alors Libération, du côté de la rédaction, on a riposté en expliquant nous sommes un journal, c'était la une de ce week-end qui a été très partagée sur les réseaux sociaux, pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel, pas un plateau télé, pas un bar. En fait, c'est une réponse à un texte publié il y a quelques jours qui s'appelait le projet des actionnaires pour Libération, qui envisageait de faire des locaux historiques de Libération un lieu ouvert avec une salle de conférence, une web télé, mais aussi un bar et un restaurant. Alors évidemment, au-delà des journalistes de Libération, ça inquiète d'autres médias. On a vu que les journalistes de Libé avaient reçu le soutien de leurs confrères de Mediapart qui fustigent des actionnaires qui veulent faire du journalisme le parent pauvre d'un vaste plan immobilier et marketing. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres journalistes qui trouvent que l'idée des actionnaires n'est pas si mauvaise. C'est le cas de Stéphane De Vries, qu'on a parfois vu sur notre plateau, qui, sur son blog, explique que l'idée d'un restaurant au milieu d'une rédaction, ce n'est pas forcément une si mauvaise idée. Il a même fait il a parodié la une de Libération. Au lieu de « Nous sommes un journal », il a créé cette une. Nous sommes au XXIe siècle, souvent au restaurant, actifs sur les réseaux sociaux, friands d'espaces culturels plus mobiles, pas archaïques, etc. Une façon d'expliquer que le sauvetage de Libération passera peut-être par une refonte totale et par un modèle économique totalement différent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que souligne Le Point, il y a eu d'autres parodies de cette une en quelque sorte, mais cette fois-ci pour des raisons éditoriales. Certains lecteurs trouvent que Libération n'est pas assez à gauche. Alors, ils ont fait cette une. Nous sommes au XXIe siècle, souvent sans boulot, souvent sans argent. Quand on a un boulot friand d'espace à vivre de plus de 9 mètres carrés, avec un mobile comme seule possession et 3 mois de visibilité exploité ou ignoré, on aimerait bien avoir un journal de gauche qui nous défende. Finalement, ce qui devait être une opération pour que Libé soit soutenu, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Karim, on évoque la visite de François Hollande aux États-Unis, le président français qui a bouleversé le plan de table à Washington. Alors en tout cas, c'était un des éléments qui a été évoqué par les médias américains, notamment ici, du côté du New York Times. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, alors que c'était organisé depuis très longtemps. On a dû refaire les cartons d'invitation. Michelle Obama n'ira pas faire un petit tour dans une école. Elle ne partagera pas le café avec la First Lady. Mais ce qui affolait un petit peu les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est cette folle rumeur selon laquelle Barack Obama aurait une liaison avec Beyoncé. Ça a été repris par des sites plutôt sérieux. Ici, c'est le site de RTL Belgique. La Dépêche du Midi propose même un titre un peu racoleur. Au bord du divorce, Barack Obama aurait une liaison avec Beyoncé. Alors cette rumeur qui a affolé tout le monde, elle vient d'un paparazzi français qui s'appelle Rostin. Et si elle a été prise au sérieux, c'est qu'il a sorti pas mal de scoops, notamment pour Paris Match. Mais en réalité, le Figaro a changé son titre en fin d'après-midi. Tout ça, c'était bidon, il s'est rétracté.
Pourtant, cette information, il l'avait livrée à un média français, à un média suisse, et ça avait évidemment suffi à enflammer les réseaux sociaux, comme quoi il faut faire attention, même si certains soulignent que s'il en a parlé aux Suisses et aux Français, c'est peut-être qu'il y a une petite part de vérité là-dedans. Merci beaucoup, Karim. Merci pour cette chronique. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve, Karim, un peu plus tard. Et nous, on se retrouve demain aux alentours de 19h50. Très belle soirée. À demain, 18h. Tout de suite, le journal.